ouïghours, Xinjiang, n'est-ce pas? Donc, il y a cet aspect de la question. Mais pour la Russie, il y a une raison supplémentaire. Cette raison est la suivante. Il y avait une présence très forte de l'Union dans le Moyen-Orient pendant la guerre froide. Après le démembrement de l'Union soviétique, cette influence s'est effacée un petit peu. Maintenant que le prestige des États-Unis est au minimum dans le Moyen-Orient à cause de la guerre d'Afghanistan et puis de ce qui s'est passé en Irak, la prison de Abu Ghraib, etc., le prestige est à point le moins bas, le plus bas. Et la Russie veut revenir au Moyen-Orient. Et le pays où l'Union soviétique avait la plus grande présence pendant la guerre froide, c'était en Syrie. Donc, pour la Russie, la constellation, donc l'ordre des étoiles dans le ciel, qui s'arrange de la même manière seulement tous les 280 ans, n'est-ce pas? C'est aujourd'hui. Si la Russie ne bénéficie pas, n'est-ce pas, de cette constellation, et d'utiliser cette situation pour revenir en Syrie, au Moyen-Orient, l'opinion russe ne va pas tolérer ou bien ne va pas pardonner les dirigeants russes. Donc, c'est une raison supplémentaire. La même chose se pose pour l'Iran aussi. Ils ont aussi un intérêt national. Et ayant exercé la carrière de la diplomatie pendant 40 ans, à mon âge, n'est-ce pas, j'ai appris quelque chose avec l'expérience, que les pays ne sont pas encore atteints le niveau où ils peuvent se passer de leur intérêt national pour la cause des valeurs globales, des valeurs universelles. Les valeurs universelles sont bonnes, mais aucun pays ne veut pas se passer de ses propres, de ses intérêts nationaux pour servir la cause des valeurs globales ou universelles. Ce sera très bien s'ils peuvent le faire, mais tout le monde dit qu'ils défendent les valeurs universelles, mais si vous essayez de trouver la raison derrière elles, vous trouvez que c'est toujours les intérêts nationaux qui comptent. Donc, c'est en réponse à votre question. Moi, je ne pense pas une seule seconde, et d'ailleurs je m'adresse à vous. Vous pensez-vous une seconde qu'une grande puissance comme la Russie ou la Chine est si naïve que ça pour ne pas penser que la résolution 1913 ou même avant allait être utilisée abusivement? C'est-à-dire que les Russes, avec leur service de renseignement, ils savaient très bien que la déclaration de guerre a été prise, allait être prise. J'en veux pour preuve, moi j'ai visité Benghazi après l'opération, j'ai discuté avec des membres de CNT. Ils m'ont dit, pendant que nous on discutions avec Paris pour la résolution, les Russes et les Chinois étaient là à Benghazi pour négocier avec nous, pour négocier avec le CNT. Je pense vraiment que les Russes et les Chinois n'ont pas une position de principe. Et je crois que ces deux pays-là, d'ailleurs, n'ont pas de principe. Et leur position, ce qu'on appelle en relations nationales, ils ont une position de négociation. J'en veux pour preuve, cette semaine, si vous lisez bien, il y a une rencontre, les Américains et les Chinois, Obama part d'une rencontre, où on va discuter, surtout avec les Russes, le programme, ce qu'on appelle le bouclier antimissile. Je crois que les Russes et les Chinois savent très bien que le dossier syrien est un moyen, est une carte de négociation dans la relation globale avec les États-Unis et autres, et pas question ni pour eux, ni la santé de Assad, ni le régime, ni le bien-être du peuple syrien. Pas du tout. D'ailleurs, comment voulez-vous qu'on comprenne ce discours-là alors que la Syrie est à feu et sang? Si vous voulez vraiment préserver, comme disent les Chinois et les Russes, c'est-à-dire que la Syrie, ce n'est pas ainsi qu'on va préserver des bonnes relations avec la Syrie et la Chine. Donc, sur ce côté-là, moi, je ne pense pas qu'il y avait vraiment, disons qu'ils étaient floués ou disons qu'ils se sont fait avoir. Deuxième élément, j'aimerais, puisque nous avons des étudiants, revenir sur cette idée-là, le devoir de responsabilité. Mais vous le savez tous,
Qui était à l'origine de ce principe? C'est quelqu'un, un des nôtres. C'est un noir, c'est Kofi Annan. Il a été critiqué, il avait vu qu'il n'a pas pu faire grand-chose pour ce qui s'est passé dans le Burundi. Le Rwanda. Pardon. Il appelle 2 éminents juristes, dont un est arabe. Il dit, écoutez, faites-moi quelque chose, faites-moi une proposition pour les Nations Unies pour qu'on puisse faire quelque chose. Ces 2 grands éminents juristes ont sorti ce devoir de responsabilité pour dire arrêtons, il faut trouver quelque chose pour sauver. Donc, loin de complot international ou l'utilisation abusive des Nations Unies pour la protection de la population. Je reviens avec ce qui a été dit auparavant. J'ai toujours l'impression que ce qu'on appelle la communauté internationale, en lisant hier les déclarations de ministre britannique, M. Haig, concernant les Syriens, concernant la coalition, il dit « Notre position, nous allons la conditionner avec plusieurs conditions. » Et il énumère la protection des Kurdes, les minorités, etc. Je veux bien, mais moi je me demande toujours la question. Pendant 40 ans, vous avez eu un régime autoritaire qui ne respecte ni les droits les plus élémentaires, il n'y avait pas un cahier de charge. Aujourd'hui, vous avez une coalition qui essaye de se former, et d'ailleurs, beaucoup, Ma'ad al-Khatib, le président, il ne vient pas de planète Mars, il vient de la Syrie. Beaucoup de membres de la coalition sont syriens. Donc, le plafond, toujours, est très haut quand il s'agit d'abord de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. La communauté internationale nous a toujours, l'Union européenne, les États-Unis, les régimes autoritaires, on ne peut pas aller trop loin dans cette relation avec vous. Aujourd'hui, les peuples arabes sont débarrassés des régimes autoritaires. La demande d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, il faut qu'on change le peuple. Mais on ne peut pas changer le peuple. Il est comme ça, notre peuple. Nous avons une donne islamiste, nous avons une donne aussi salafiste. Le but de la négociation, ça a été dit, Kofi Annan a dit, vous l'avez bien rappelé, négocier et écarter tous ceux qui peuvent déranger ou compliquer la transition. Allusion bien faite à M. Bachar al-Assad. Malheureusement, cette idée-là de négociation qui permet justement, comme elle l'a dit, comme elle le suggère Randa Kassi, c'est-à-dire ne pas à ce que l'État syrien ne s'effondre pas, comme ce fut le cas dans d'autres cas. Malheureusement, je ne sais pas, je n'ai pas la question, il y a probablement des forces occultes, et moi j'adore la théorie du complot, qui ne veulent pas à ce que la transition marche, ni en Syrie, et comme d'ailleurs elle n'a pas marché dans d'autres cas similaires. Donc c'est pourquoi il faut être très prudent quand on analyse un petit peu la dimension internationale. Il y a aujourd'hui un semblant d'opposition syrienne, il faut soutenir. Il faut soutenir parce que on ne peut pas, le régime autoritaire pendant 30 ans, 20 ans, 40 ans, verrouiller toute expression. Et ce qui est important pour vous, étudiants aussi, c'est que généralement ces conflits-là sont l'émergence d'une nouvelle opposition. On ne peut pas être si exigeant devant une crise, devant le massacre quotidien d'une population. Je crois que la flexibilité aussi, elle n'est pas seulement dans la transition, mais aussi dans notre manière de lire les choses. Merci. Merci Hassani. On va prendre quelques questions que vous posez directement à nos intervenants. J'ai bien dit des questions, s'il vous plaît, hein, de vous présenter et de poser une question courte, pas faire un développement, hein, sinon je peux devenir très vite moi aussi un dictateur, je vous interromprai. Hein. Sir, please introduce yourself and My name is Naveed Ahmed. I'm a journalist who's based in Islamabad and often reports from Istanbul. So far I have been to Syria thrice, and I've been in Idlib and Aleppo, and I would be a bit long to make a point, if you allow me. All right. The thing is that when you talk to the opposition figures, talk to the people in the conflict zone, they have serious issue with this expatriate opposition based in Paris and London and also Istanbul. And they believe that these expatriate Syrians are disconnected with them. And the same is the opinion shared by some brigades or groups of the militants. And to connect this, and some of the things that were said here show a total disconnect with what the people on the ground think. On the ground, minorities and the majority, which is a very absurd thing to identify in this manner when everybody is oppressed, are coping up very effectively and together in a nice way in Aleppo, for example. As far as I have seen, and I am not an authority on that. What I'm basically coming towards is that we had seen two different changes since the Afghan war, which are also covered in the during Taliban's time. That at that particular time, all the talks were taking place with the warlords.
Then came the aspect of political groups being set up separately and warlords carrying on with the militant exercise. It was to avert that warlords become too strong in post-transition period. Now what we are seeing is that Syrian situation is getting even worse. Political aspects, the coalition or whatever SNC you call, they are not united on one hand as per the aspirations of the people, and also the militants are not united, and there is no forum for the militants to talk to in the international community. And then comes these expatriates. The last point that I'm trying to add up to this is that there was a classical arrangement and agreement between the Afghan warlords in mid-90s when they signed a declaration in which constitution was also finalized, and it was called Islamabad Declaration. All of them flew in a chartered plane to Mecca to perform Umrah, and they also went to Medina and met the king and etc. Jeddah and came back. And 3 months later, war started again. Why? Because of increasing pressure from the international actors, which were playing the south against the north. And all these Europeans, which sound very nice and polite to us, have little connection with the realities of the ground that exist. The minority issue has become more important than majority which is being expressed. The expatriate Syrians are trying to tell what the people should be doing, and people do not have a voice. This is the understanding. Do you want a repeat or a worse situation of Afghanistan doing all these things that I mentioned? To who are you addressing your question, please? I think Hasni can answer, and also the Syrian colleague. Okay. Who wants to start? Hasni, Randa. Franchement, c'est très compliqué de répondre à cette question-là. Mais ça pose la question, encore une fois, qui est à mon avis la clé de ce problème. C'est la représentativité à la fois du régime et de l'opposition, et quelle force capable de à la fois réduire un peu la tension à l'intérieur de la Syrie pour ramener les partis à parler. Il y avait un grand problème au sein de l'opposition syrienne, comme vous le savez. Certains ont même traité, pour revenir à l'opposition, de traîtres. C'est-à-dire on est arrivé à une situation très 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 difficile. Et je ne vous cache pas, et vous le savez, les Américains étaient présents au Qatar, ils étaient les Turcs, etc., pour dire à l'opposition, si vous voulez vraiment qu'on fasse quelque chose, il faut créer une nouvelle coalition. Je ne veux pas revenir à la fin, comme vous l'avez dit, parce que vous êtes comme journaliste d'investigation, vous connaissez très bien le Pakistan et la situation justement de l'émiettement de l'opposition qui peut ramener après à l'émiettement aussi de la construction politique. On n'est pas encore là, mais il y a juste un élément qu'il faut que vous compreniez bien, c'est qu'il y a un moment donné, dans le monde arabe, et on reproche beaucoup aux Arabes de ne pas faire grand-chose, il y avait une proposition très intéressante qu'on n'a pas évoquée ici, c'est une solution à la yéménite. Avant même que la radicalisation arrive à ce point, avant même qu'on arrive par exemple à l'émiettement de l'opposition et à l'arrivée croissante des islamistes, c'est que le président donne le pouvoir à son adjoint. Et rappelez-vous cette phrase très connue, une sortie sécurisée et honorable pour Bachar al-Assad, pour justement que l'opposition n'arrive pas à cette radicalisation militaire. Tout ça a été, bien entendu, refusé. Donc, malheureusement, il y a à l'intérieur de la Syrie, il y a une conviction selon laquelle seules les armes sont capables de faire chuter ce régime-là. Et malheureusement, cette radicalisation militaire, elle a des conséquences très négatives. Et bien sûr, beaucoup d'ailleurs parlent aussi de scénarios à l'Afghan ou d'autres scénarios, c'est-à-dire une situation difficile où il y aura même un sanctuaire. Et un scénario qui a été évoqué par les services de renseignement, c'est que le régime alawite se sanctuarise dans sa région. Et je me permets d'ouvrir une parenthèse pour dire... ce qui nous a choqué, moi, en tant qu'observateur non syrien, c'est qu'au début de la crise, il y avait cette négociation, on a proposé cette sortie honorable, et en même temps, il y avait des pays européens qui disaient, et ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre, nous sommes en train de collecter des preuves pour traduire Al-Assad et tous ceux qui sont avec lui devant la CPI. Je me demande comment voulez-vous soutenir le plan
soit dans sa version A ou B, en même temps vous dites que le régime syrien doit être, Bachar et les autres, doivent être traduits devant la CPI, devant la Cour pénale internationale. Ça veut dire qu'on arrive exactement à ce qu'on a connu dans le conflit libyen, et ce qu'on appelle une logique suicidaire. C'est-à-dire, après moi, si le déluge, puisque vous voulez ma mort et la mort de tout le régime, donc vous n'aurez rien de la Syrie. Et cette contradiction dans la perception internationale et surtout européenne a amené justement à cette radicalisation qui peut donner des conséquences très négatives, comme vous le dites. Merci. Merci. Goran, you want to make a short comment and then Oussama? Could I just say very briefly that I think the problem of expatriates and inside the country is always there when you come to dictatorship. You have those who had to flee and to be outside of the country, and those who stay there. And that is, of course, a result of a dictatorship or hard pressure. And that is not unique for Syria. That has been in many countries. Could I also say when it comes to Afghanistan, as a country that is rather deeply involved in the development in northern Pakistan, not south of the mountains, but north of the mountains, you come to a situation which I think is now, we are now saying that the responsibility for Afghanistan must be given to the Afghans themselves. That is the whole idea of 2014. We don't know if they will be able to solve or to maintain internal security in the country. But at some point you must give over so that it doesn't become a foreign occupation. Because at some point, if you come from the outside, you will become an occupier if you stay too long. You can be there initially, perhaps even be loved and welcomed, but if you stay too long, then you will become an occupier. And that is certainly the moment in Afghanistan. You can help and support for the future. Afghanistan will be Sweden's most important, biggest donor country to, Afghanistan will be the country that receives most of our foreign aid in future. And that is perhaps for decades to come. But the military responsibility or security responsibility must be for the Afghans themselves to take. We cannot take that from the outside more than for a transition period. And that was the same in Libya, of course. Short intervention, as it should be, then it's up to the Libyans to develop their own country. Thank you, Goran. Oussama, briefly, please. We have to end this narrative once and for all. It's very misleading to assume that the SNC or the coalition or the opposition that meets outside are expatriates. I'll give you a few examples because the devil lies in details. Mr. Muaz Khatib, who was elected the head of the new coalition, left Syria only last month. During the past 2 years, he was arrested twice, he was persecuted, he was tortured, he suffers from lots of health issues because he was leading protests in Damascus. His deputy, Mr. Saif, was attacked twice during the revolution. He was in Damascus, only left a couple of months ago. Ms. Suhair Atassi, his other deputy, who was elected, also was leading demonstrations in various Syrian parts. She's from Homs and led demonstrations in Damascus. So the majority of the coalition are people who left Syria recently. They're not expatriates who lived in Paris and Geneva and Washington and London. That's a misleading allegation. The military councils on the ground, that most of the people that you met, I was also in Syria recently in Idlib and Aleppo. Those fighters on the ground, they don't know what the leadership, political or military leadership of their councils is doing. The military councils in Aleppo and in Damascus and in Idlib and in Homs and all these, they're nominating representatives in the coalition. These are generals, they cannot practice politics, and they do tell us that we're not politicians, that's for you. We're military people. But they nominate people to represent them in the coalition. The civilian also councils that emerge in every town and city and village and governorate and province, who is managing the daily life of Syrian people now as we talk. Who is managing the schools and hospitals and the bakery system and all of that? It's the local civilian councils. Because the regime has actually took their hands off the entire nation. These councils also are represented in the coalition, and they have, from each one, we have a representative. From every province, the 14 provinces in Syria also, we have one representative that was elected locally and also joined the meeting in Doha. Why these meetings cannot take place like in Benghazi, in a Syrian soil? Because there's no-fly zone. The no-fly zone is not there, and the regime can obviously wipe off the entire village if we met there in Syria. We would love to go there and meet there.
But we can't. So that's why we meet in Doha, and we meet in Istanbul, and we meet in Cairo. Despite the fact that many of us go back and forth inside the country in the liberated, quote-unquote, liberated areas and come back. But we can't have that meeting there where everyone will be wiped off by one airstrike. So we have to end this narrative of outside people and inside. If we have a no-fly zone, a specific area is completely protected and guarded, not completely, at least to a certain degree, where we know that the entire leadership of the country is not going to be wiped off in one airstrike, yes, we go there and meet there. And that's what part of the discussion that we take in and talking about now, whether to announce the new government outside from one of the Arab capitals. It will be considered as a government in exile. It will have legal complications or consequences different if we announced it from a liberated area on a Syrian soil, where it will be considered as a transitional government. But despite these complications, it is a very high risk, and we don't want to risk everyone's life by just having one meeting inside for the sake of it. So I hope this narrative of outside, inside is over. Last Friday, what was it called? The support of the Syrian National Coalition. That's the name of it. People went into more than 300 points and demonstrations across the country holding banners that they are supportive of the coalition, and they need the international community to recognize it and arm it and finance it. Thank you. Thank you, Osama. Sir, please, just in front of me, yeah. Bonjour, Khalid Ben Daoud, directeur régional de la Royal Air Maroc ici à Tanger. Permettez-moi de vous souhaiter encore une fois la bienvenue à Tanger. Bon, ma question elle est pour M. Yakis, mais avant ça, je vais revenir à ce qu'a dit M. Abidi, et je suis tout à fait d'accord avec lui que le statu quo fait l'affaire, plus ou moins de tout le monde, sauf malheureusement du peuple syrien qui continue à être massacré dans les deux sens. Et je reviens vers M. Yakis pour dire, pour moi, la solution ne peut pas être internationale vu les intérêts autres, quand la communauté internationale soit économique, politique ou géostratégique, et pas malheureusement interne, vu qu'il n'y a pas de représentativité réelle du peuple syrien, il n'y a pas de projet de société réel où on a un consentement de tout le monde et sur lequel ils peuvent adhérer. La question de M. Yakis, et de mon point de vue modeste, ne peut être que régionale. Et quand je dis régional, c'est l'Iran et la Turquie. Vous avez des positions complètement opposées sur ce dossier. Vous avez parlé hier de soft politique, mais pour ce cas présent, qui n'est pas vraiment un dossier qui peut être traité de façon soft, pourquoi ne pas s'asseoir, vous, c'est-à-dire les responsables turcs et iraniens, pour essayer justement d'avoir l'Iran en votre faveur? Parce que d'après le focus ou le panel d'hier, l'Iran a besoin de reconnaissance. Pour elle, la Syrie, c'est sa première ligne de défense. C'est la paix, c'est la guerre sur l'Iran. Donc si on peut avoir les garanties à lui donner, je pense qu'on peut résoudre ce problème-là. D'accord, merci bien. Je crois que la Turquie est disposée à faire ce que vous proposez, mais il faut prendre en considération qu'il faut séparer une action militaire avec des soldats turcs sur le sol syrien. C'est très difficile. Négociation, oui, la Turquie est en train de faire ça, et la Turquie, malgré la position divergente sur la question syrienne avec l'Iran et dans d'autres domaines aussi, sur cette question, nous essayons de faire approcher nos positions. Mais tout à l'heure, j'avais parlé de l'intérêt national de la Russie. Il y a aussi un intérêt national de l'Iran, dont j'avais parlé hier. Donc, cet intérêt national est le suivant. L'Iran a déjà étalé sa zone d'influence sur le sol irakien en comblant le vide qui a été créé par le retrait des Américains. L'Iran a toujours une présence assez forte au Liban à travers le Hezbollah. Donc le maillon qui manque pour étaler son influence jusqu'à la Méditerranée, c'est la Syrie.
Pour l'Iran, c'est très important. Là se pose la question pour la Turquie, comment persuader l'Iran qu'il laisse tomber cet intérêt national. S'il y a moyen de trouver une solution, c'est bien. Mais la solution, comme plusieurs des panélistes ont souligné, ça doit être une solution négociée. Quand on dit négocier, ce n'est pas à dire qu'en négociant avec Bachar Assad, ce n'est pas pour lui permettre de rester au pouvoir pour toujours. Mais, par exemple, faire commencer le processus de la démocratisation et lui offrir une issue honorable, en assurant qu'il ne sera pas porté devant la justice ailleurs, ou même le tenir responsable de ce qui était arrivé en 1982 à Hama. Aux environs de 30 000 personnes étaient tuées. Et j'étais en service, j'étais à l'ambassade de Turquie à Damas, quand le massacre de Hama avait eu lieu. Je me rappelle de ces atrocités. Alors, si le jour venu, avec la chute de Bachar Assad, il sera amené devant la justice, traduit devant la justice, il se battra jusqu'à la fin. Donc, il faut lui offrir une solution qui permettra l'arrêt de l'effusion du sang. Et peut-être essayer de convaincre l'Iran, la Turquie peut le faire, mais comme Randa avait précisé, la solution doit être de l'intérieur, avec l'assistance comme facilitateur des pays de la région. La communauté internationale a aussi son rôle à jouer, mais le rôle des pays limitrophes, des pays voisins, a un aspect aussi délicat. L'image de la Turquie en Syrie, à cause de ce passé de l'Empire ottoman, devient plus sensible. Parce que depuis des générations, on enseigne dans les écoles syriennes que la période la plus ténébreuse de l'histoire de la Syrie, c'est la période ottomane. Donc, malgré ce qu'on... Enfin, nous, en Turquie, on nous avait enseigné que l'Empire ottoman avait apporté de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient et aux Balkans, etc. Mais la perception du peuple syrien avec le curriculum, le programme de l'école, n'est-ce pas, c'est inculqué dans leur esprit que l'Empire ottoman, ou les Turcs, n'est-ce pas, ont apporté la période la plus ténébreuse à l'histoire de la Syrie. Cette image est là. Donc le rôle que la Turquie peut jouer est limité aussi par certains, n'est-ce pas, limites. Il y a des limites à ce que la Turquie peut faire. L'Iran est plus proche du régime. La Turquie est plus proche de l'opposition. Cette situation peut jouer un rôle très important, mais il ne faut pas tout achever. Encore une question là, oui. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. في الحقيقة الحديث دو سجون. أولا أقدم لكم نفسي، اسم دريش الشرقاوي السموني، صحفي مهتم بالتواصل من المغرب. وسؤالي موجه إلى السيدة أسيس وكذلك الأستاذ عبيد وكذلك إلى جميع المحاضرين مشكورين. هو أنه ثبت أو كما هو معلوم على أن الشعوب هي التي تقرر مصيرها وأن الشعب فوق الدولة. فأنا الآن نحن في حالة خاصة، هو أن الشعوب العربية فقدت الثقة من وحتما ستكونون متفقين معي على أن الآن الإسلاميين هم الذين الآن سيأخذون زمام يعني الأمور. فسؤالي موجه إليكم جميعا، هل فعلا سيفلح الإسلاميين في التدبير الشأن الداخل لدولهم؟ وشكرا. شكرا. رندا.
Bon, je vais répondre en arabe, puisque la question était en arabe. من الطبيعي جدا أن الشعوب جميع الشعوب هي التي تقرر مصيرها، لكن المشكلة يعني عندما نتكلم عن تقرير المصير يجب أن يكون هناك إرادة جماعية، يجب أن يكون هناك وعي جماعي، وعي مشترك بين جميع أفراد هذه الكتلة. في سوريا اليوم الوعي مختلف، درجة الوعي مختلفة بين فئة وبين فئة أخرى، بين طيف من أطياف هذا المجتمع وبين طيف آخر. فإذا لا نستطيع أن نتكلم عن دعونا نقول عن درجة وعي واحدة، بل نستطيع أن نتكلم عن رؤية ورؤى بالأصح، ورؤى مختلفة عن الأخرى. من هنا لا نستطيع أن نقول إن الشعب السوري هو شعب واحد، هو شعب في داخله توجد مكونات مختلفة. هذه المكونات يجب أن نتعامل معها بكل يعني بكل حذر، يجب أن نتعامل مع كل فئة كما هي ترغب، أن نوصل الرؤية أو وجهة النظر أو الاستراتيجية التي نريدها أن نوجهها أو نستطيع أن نوصلها بشكل محدد، يعني بشكل تلائم هذه الفئة. طبعا هناك صعود للإسلاميين في جميع المناطق أو دعونا نقول الشعوب العربية. البعض يتفاءل حيث يمكن أن يقول نعم ربما نأخذ المثل التركي الجيد، الإسلاميين عندما وصلوا إلى تركيا ومع وصول الإسلاميين إلى تركيا كان هناك علمانية وهناك، لكن هل نستطيع؟ المشكلة أننا لا نستطيع أن نطبق المثل التركي والتجربة التركية على الشعوب العربية. أولا لأن التاريخ ليس واحد، الذاكرة الجماعية مختلفة، وكما قال ما يتعلموه الأطفال هناك يختلف عما نتعلمه نحن في المدارس، وكل شعب له كيان مختلف عن الآخر. فإذا لا نستطيع أن نطبق تجربة معينة في لهذا الشعب. أعتقد أن في سوريا وخصوصا سوريا كيان مختلف عن الآخرين كما قلت، لأن هناك الفئات، هناك الأقليات. دائما نتكلم عن أقليات وأكثرية، لكن أنا أعتقد أن علينا أن نقسم سوريا بشكل مختلف تماما. سوريا هي بلد الأقليات، لا توجد أكثرية في سوريا، هي بلد لكل الأقليات. حتى المسلم السني يختلف مع المسلم السني الآخر، السني الدمشقي يختلف عن السني الموجود في حمص، والسني الكردي، والسني العربي يختلف عن السني الكردي. فإذا هناك اختلاف أيضا بين السنة، هناك من الصوفيين، هناك من المتزمتين، هناك من المعتدلين بين الاثنين. فإذا بهذه الحالة لا نستطيع أن نقول إن سوريا هي هناك أكثرية نضعها في ذات المكان وهناك أقليات نضعهم في مكان آخر. على العكس تماما، أعتقد أن علينا أن ندرس الحالة السورية بشكل مختلف تماما، وأعتقد أن لدينا الإمكانية نحن العلمانيين في سوريا كقوى علمانية، وكما قلت نحن لا نريد إلغاء الإسلاميين، نحن نريد فقط أن نتواجد في سوريا، وهذا حق ويفيد أيضا للإسلاميين ويفيد للمجتمع السوري. من دون وجود قوة علمانية حقيقية في سوريا لا يمكن أن يكون هناك تبادل للأفكار، لا يمكن لهذه الأفكار أن تتطور. كيف يمكنها؟ الاختلاف هو الذي يطور الأفكار، وليس الرؤية الواحدة، وليس الاستراتيجية الواحدة. هي عبارة عن عملية تكامل، وليس عملية عندما نقسم من أجل أن نكمل البعض، وليس من أجل أن نقسم بهدف التقسيم. وكما قلت التاريخ التركي يعني كان لديهم قوة علمانية، جاءوا الإسلاميين ببرنامج جيد جدا واقتصادي ومن الطبيعي جدا أن يكونوا متواجدين. لا أرى هناك الاختلاف بين العلمانيين. طبعا أنا من الخارج أتكلم، من العلمانيين في تركيا والإسلاميين، ما دام الاثنين يطالبون ويريدون أن ينفذوا حقوق الإنسان، يعني لديهم شرعية حقوق الفرد. قبل أن نتكلم أريد أن أتكلم عن حقوق الفرد. هذا هو الأساس. عندما يكون لدينا نستطيع أن ننشئ دستور حقيقي، دستور يكفل حقوق الفرد في سوريا،
لا يهم من يأتي إن كان إسلامي أو علماني أو حتى من خارج الكوكب. شكرا رندا. حسني. شوف سي الشرقاوي، هم الاتراك عندهم اتاتورك، احنا ما عندناش، نبقى نستنى واحنا اتاتورك عربي، هم كانت عندهم فرصه انه يكون رجل فهم وعمل على ما يسمى بحياديه المؤسسات، لا نوتراليتي دي انستيتيوشن، سي لا ديفينيسيون لا بلوز ابروبريي. الان القضيه انت عندك لما جزء كبير من شعبك يطالب برحيلك، ما هي اهميه اجراء انتخابات مثل ما يقول الروس او كذا؟ يعني هل فيه ابلغ واكثر قوه من أن الشعب يتمرد عليك ويخرج وتصبح السلطة لا تراقب جزء كبير من التراب السوري أو حتى في الحالات الأخرى؟ يعني هذا أكبر انتخاب، هذا أكبر تصويت، شعب يقول لا يا أخي مش عاوزينك، يا أخي فل عنا، لا نريد انتخابات، صعب. فالقضية الآن هي في قضية أن الانتخابات تصبح الآن عملية نسبية عندما يكون هناك تقتيل وعندما يكون هناك عنف إلى غير ذلك. النقطة الأخرى هي قضية بالنسبة لتصويت الإسلاميين، هناك خوف الآن من وصول الإسلاميين في سوريا مثل ما حدث ربما مثل حدث في تونس أو في مصر وغير ذلك. أولا الانقلاب جاء سلس أو عفوا التغيير، هو ممكن انقلاب في مصر أو في تونس، لأن المؤسسة العسكرية كانت أقل لنقل انسجاما وقل التحاما مع النظام السياسي، يعني حافظت على الدولة أو على النسق السياسي وضحت بشخص النظام، لو سامبول بالرجل، يعني انت راح تجيب لنا المشاكل امشي، بقى مشوا حسني مبارك وبقيت الدوله وبقي الجيش كمؤسسه مهمه قاره تسهر على عمليه الاستقرار. نفس الشيء في تونس، سي بن علي تفضل امشي الجربه، امشي الجده، امشي علينا، خلي نحن تونس بلاد صغيره وما عندناش القوه، تفضل، وتبقى العمليه الان. شفتوا الاسلاميين، هل الاسلاميين خوف او لا؟ كما قلت نحن ما عندناش، لم يكن عندنا اتاتورك حتى يسهر على عمليه حياديه المؤسسات. لكن متى يعني الى متى نحن ننتظر؟ جاءوا الاسلاميين وصوت عليهم، وانا سالت بعض المراقبين الانتخابيين هل الانتخابات في مصر وتونس يا جماعه يعني عملت بطريقه سلسه ونزاهه؟ قال لك عملناها بطريقه نزاهه، ما شفناش شو ما وراء الابواب، لكن الاسلاميين قاموا بعمليه انتخابيه وبحمله جيده، نجحوا، الشعب صوت عليهم، تغير الشعب قال ما نحن نحب الاصوات. الان لابد نحن يكون عندنا الصبر. صحيح الاسلاميين معك، وقالها فهمي هويدي قال أول يومين وهو مفكر قريب من الإسلاميين، قال نحن أقوياء، الإسلاميين عندهم خطباء، عندهم ربما برنامج، لكن للأسف التدبير الإدارة أضعاف، ما عندناش كادر، لا ليس هناك كادر للحركات الإسلامية، وقامت بعدة أخطاء، من الأخطاء أنها أردت أن تحذف كل ما خدم مع القذافي ومع بن علي وحسني مبارك، وهذا خطأ كبير جدا، وتخلص عليه، لأنه الشعار الإسلام هو الحل، راح يجيب لك خبز، راح يجيب لك سيارة، راح يجيب لك بيت، ما يجيبلكش. الاسلام هو الحلو قاعد. نحن في الجزائر لما نجحت الجبهه الاسلاميه الانقاذ كانت دائما شعارات يقولوا لا اله الا الله، عليها نحيا ونموت، من فوق فيلا ومن تحت حانوت، يعني كلهم بداوا في عمليه الثراء. فهي القضيه في 4 سنوات 5 سنوات سيصوت المواطن العادي، يا جماعه نحن صوتنا عليكم بس عجزتوا، لم تستطيعوا، فيكون هناك تداول. أما إذا لم نترك الفرصة فيبقى دائما الإسلاميين بهذه الجاذبية وما يسمى بالعذرية السياسية، يقولون جربونا، جربتوا الماركسيين، جربتوا الليبراليين، نحن كذلك عندنا فرصة تجربونا، بس إذا نحن ما صبرناش عليهم تبقوا مشكلة. يقول كذا انتم انقلابيين، هاو الشعب صوت علينا وما حبيتناش تبقوا، واتهمتونا بانكم سلفيين، واتهمتونا بانكم اسلاميين الى غير ذلك. واجبنا انه نشتغل مع الطرف المعتدل، فيه طرف معتدل في الحركه الاسلاميه، الغنيوش هو يشكي يقول الله غالب ما قدرتش عليهم، ساعدوني، مش يقول شفت كيفاش انتم ما كنتش لستوا اهلا لها. وهذا مشكله الانتقال الديمقراطي، والعالم العربي لم يخترع الانتقال الديمقراطي، اوروبا الشرقيه عاشته، امريكا اللاتينيه، وسنوات حتى وصلوا. احسن الناس اصبحوا ديمقراطيين، تعرف شكون هما في اوروبا الشرقيه؟ هم الشيوعيين السابقين، لانهم اعرف ناس كيفاش تمشي الامور. حتى في حاجه في الشيوعيين يقول لك لما واحد شيوعي يدخلوا الدار في بيت في موسكو، شعل الضوء، جات ريسيتي، الاخر قالوا شفت الشيوعيين ما عادوا للسلطه، يعني لانهم يعرفوا اداره البلد. فهذه القضيه قضيه الاسلاميين. اعتقد انه قضيه الاسلاميين هي قضيه مدى اقتناعنا بالانتقال الديمقراطي وقدره الاسلاميين على اداره البلاد. وكما قال ترندا، الدستور هو المؤسسة الأكثر استقرارا في البلد. إذا ما كانش دستور مفتوح بلوراليست ويكون هو المراقب
يكون هو السراج، يكون هو عفوا السياج، فهي المشكلة تذهب. لابد الدستور يكون منفتح، ولذلك تجربة تونس ومصر مهمة، كيف يكون هذا الدستور الذي يقود العملية الانتقالية. شكرا. شكرا حسني. You want to make some comment very briefly, Could I please? guess very short comment saying that the AK party in Turkey has been very successful, mostly I would say because of its rapid economic development in Turkey. It's very, very well respected among the electorate on that. They deliver. And I think this will be the test also for Egypt in particular and also Tunisia. Oil-rich and gas-rich countries can sometimes have whatever political system if they have enough money to spend. But for most countries, it's a question of the quality of the government. Could I also say that they have to develop the relation with the opposition? One of the most important parts in a country is not only the government, but the opposition, and to have a working relationship between opposition and government. I've been on both sides for a long time in the Swedish parliament, and I can tell you this is very important. A good opposition is very important. Thank you. Last question. Jawad Kaddoudi, je suis président de l'Institut marocain des relations internationales et j'ai deux petites questions. D'abord à M. Mounajid qui a parlé des trois options. Je crois, M. Mounajid, qu'il faut oublier les deux premières options. Je ne pense pas que la Russie et la Chine vont changer leur position et je ne pense pas non plus qu'il y ait une intervention étrangère, militaire, dans votre pays. La seule option, c'est la troisième que vous avez dit, c'est-à-dire l'armement de l'opposition. Alors ce que je voulais savoir, est-ce que vous allez bien sûr aller dans cette optique et quelles sont les assurances que vous avez actuellement pour qu'on puisse vous fournir de l'armement pour vous défendre? C'est ma première. Je reviens à Madame Cassis et je comprends ses préoccupations concernant les minorités, concernant la montée des islamistes, etc. Mais Madame, est-ce que vous pensez que la situation est tellement tragique que ces problèmes-là, bien sûr, ils sont importants et vous avez le droit de les défendre. Mais pour le moment, il s'agit, pour ma part, à ce que le régime de Bachar al-Assad soit éradiqué, parce que je ne peux pas accepter qu'un chef de l'État est en train de tuer son peuple. Ça, je ne le peux pas l'accepter. C'est criminel. Et donc, je pense que ce qu'il faudrait, c'est que l'opposition puisse arriver à éradiquer ce régime. Et après, il ne faut pas être pessimiste. Et après, il y aura une assemblée constituante qui sera créée en Syrie. Et là, vous pouvez intervenir, vous pouvez défendre vos intérêts et que les minorités soient respectées. Donc pour le moment, je pense que l'urgence, c'est de se débarrasser de ce régime de Bachar al-Assad. Merci beaucoup, c'est Jawad. Randa, parce qu'on a fini par toi. Ah, voilà. Oui, bien sûr, nous voulons tous le départ de Bachar al-Assad, nous voulons tous aussi faire chuter le régime, mais il ne faut pas être très émotionnel. Qu'est-ce qu'on a comme moyen pour faire chuter ce régime? C'est ça la question que j'aimerais bien poser. Comment on va faire chuter le régime? Les préoccupations des minorités, des composantes syriennes, les droits de l'individu, mais c'est ça aussi qui fait bloquer le processus aussi, où que l'opposition n'arrive pas à faire chuter le régime.
c'est un nœud, il faut quand même le dénouer, ce nœud-là. Il faut penser à plusieurs moyens, on n'a pas qu'un seul moyen. C'est pas en armant l'ASL ou les forces combattantes en Syrie qu'on va arriver à faire chuter le régime. Ça aussi, il faut le savoir. Peut-être après une dizaine d'années ou 5 ans, je me soucie aussi de la souffrance du peuple syrien. Je voudrais réduire cette souffrance-là. Je voudrais réduire aussi le nombre des victimes en Syrie. Alors, qu'est-ce qu'on a comme option? C'est ça ce que je voudrais savoir. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme option? Puisqu'il y a un blocage à l'intérieur de la Syrie. Il y a un blocage chez les minorités que j'ai dit, et je répète, qu'ils forment 35% de la population syrienne. Il y a des sunnites aussi qui ne sont pas tout à fait d'accord avec l'opposition parce qu'ils n'acceptent pas, ils ne veulent pas l'armement aussi, ils ne veulent pas que cette guerre, ce conflit continue, ils ne veulent pas aussi que ça se transforme en une vraie guerre civile à l'intérieur de la Syrie. On n'a pas que les minorités, comme je l'ai dit en arabe, la Syrie n'est pas un pays d'une majorité et des minorités, c'est un pays des minorités, parce que le sunnite sophiste n'est pas du tout d'accord avec l'autre sunniste salafiste. On ne peut pas mettre tous les sunnites dans le même sac. Il y a le sunnite arabe qui est différent du sunnite kurde, le sunnite de Damas qui est très différent aussi et qu'il pense d'une façon très différente de celui de Hama. Voilà. Alors on a tout ça, il faut voir quand même, la société syrienne est très complexe, il faut l'analyser, il faut voir, il y a des nœuds, il faut arriver à travailler sur ça. Et pour cette raison que je répète et je dis, si nous ne travaillons pas sur les minorités, le régime même, pourquoi il a aujourd'hui, il a une force qui vient de l'intérieur de la Syrie, pas qu'une force, bien sûr, l'appui de la Russie ou l'Iran ou autre. Je veux dire, il pose, lui, sur la communauté alaouite. Cette communauté qui le soutient jusqu'à aujourd'hui, c'est pas par amour, ça je peux le dire, parce que les alaouites ne l'aiment pas. Ce n'est pas du tout par amour, c'est par peur, par crainte. Si nous ne travaillons pas sur cette communauté, nous n'allons pas avoir une solution. C'est ça pourquoi j'insiste sur la question des minorités. Ce n'est pas parce que c'est une question, voilà, j'aimerais bien avoir aujourd'hui une constitution qui va défendre les droits de l'individu, qui va défendre les droits des minorités. Non, c'est parce que je crois réellement que nous ne pourrons pas avoir une solution sans bien sûr, travailler sur la minorité alaouite, sur les officiers alaouites qui sont dans le régime et aussi sur les autres minorités. Merci. Merci, Randa. Oustad Oussama. I tend all the time to start by correcting facts and narratives. Number one, the minorities in Syria are not 35%. I deal with numbers and statistics every day. So that's to get that out of the way. Number two, you can't classify Sunnis in Aleppo, they're different than Sunnis in Damascus and Sunnis in Homs, and you say that Syria is a country of minorities. You can't say there are Protestants in Paris and Protestants in Lyon and Protestants in Bordeaux, and there are different Protestants. They're all Protestants. So when you say it's a country of minorities, it's not a very accurate term, because percentages are not close. In Lebanon, the case is that, because the percentages of the different components of the society, being ethnic or religious, are close. In Iraq, the 30% of Kurds or Shia and Sunnis are close percentages. So you can say it's a country of minorities. But in Syria, it's predominantly Arab Sunnis, 75-something%. You can't say the Sunnis then in Aleppo. Yes, of course, there are regional differences. It's regional characteristics. But people in Deir ez-Zor have their weddings and funerals different than what we do in Damascus, of course. But it's still the same culture and same background, be it religious or ethnic or political. Now, back to the possibilities question. I did not say what is the most probable scenario or most probable possibility. I said there are possibilities. It means it is logical, it may happen, may not happen. But outside these three options, there are no other options at the moment. Perhaps the most probable one is the third one, the latter,
of arming the FSA. But doesn't mean we're giving up on all the other options. There are still tracks and negotiations going on with all other options possible, even creating a political option if possible. So you're not giving up. But the most probable one is arming the FSA to finish the job. And that's what the UK and government and France and French government have promised us over the past 2-3 days, that they will lead the effort in the EU to lift the sanctions of exporting weaponry to Syria. There are obviously European sanctions on arming any Syrian if the end user is Syrian. So by lifting these sanctions, they are able to provide weaponry to the opposition. And we are asking for only 2 types of strategic weapons again. We don't want the AK-47 and the small and light weaponry. We need the anti-armor and anti-aircraft. Perhaps to a more degree now the anti-aircraft, because the armors, because the regime is not penetrating now cities and towns and villages. They cannot. They just will suffer lots of casualties. They just send airstrikes and they use the air forces. And even though after almost 20 months of the uprising, and after many calls and efforts and serious efforts to acquire anti-aircraft missiles, Syrians just finally, the FSA, were able to, as I said, storm and orchestrate attacks on the air defense bases in Syria and acquire some missiles, shoulder-carried missiles at anti-aircraft. And that's, we will see over the coming 1 or 2 weeks how many of the MiGs will be shot down and many of the helicopters of the regime will be shot down, and therefore the regime will not be able even to send their air force to certain areas where there are anti-air force weaponry. That's it. Randa, you want to add something? Very briefly, please. Switch off your microphone, please, Oussama. Yeah. Très très court. Monsieur Mounajed a commencé, et c'est ça la phrase que j'aimerais bien aussi insister sur cette phrase, par une correction de mes informations. Et je crois qu'en Syrie, on n'a pas eu des vrais chiffres sur les communautés, mais nous pouvons dire en général que nous avons 12% des Alaouites, nous avons 8% des chrétiens, 15% des Kurdes et 5% des autres communautés. Alors, il peut pas rejeter ça pour dire ils font pas 35% parce qu'il n'y a pas vraiment des vrais chiffres qui ont été faits en Syrie même. Ça, c'est d'abord. Deuxièmement, quand on commence, le problème, c'est ça. Et je répète pourquoi nous sommes contre, ou je ne peux pas dire contre. Quand on veut, quand il y a eu la révolte, c'était pour un objectif précis. C'était de changer une pensée totalitaire. Nous n'allons pas aujourd'hui remplacer une pensée totalitaire par une autre. Quand quelqu'un commence que l'autre a tort et qu'il ne dit rien de tout de vrai, ça c'est une pensée totalitaire. Je veux dire, il faut respecter la vision des autres et respecter aussi comment les autres voient les choses. Alors c'est ça le point qui fait un vrai problème, c'est que nous n'acceptons pas, nous respectons pas ce que l'autre dit. Voilà. Merci Randa. The time is over, so I propose to we can ask last round. If you want to add something, I want Hasni very briefly because we are very brièvement, late. ma chère Randa, c'est un point de vue divergent, c'est pas une pensée totalitaire, c'est une richesse intellectuelle et très importante. Et la Syrie, d'ailleurs, s'il maintenant ou jamais de commencer un peu cette diversité de pensée, c'est un point de vue, c'est ça qui vous honore et qui honore le monde arabe d'avoir des points de vue divergents. J'aimerais dire juste une chose, je vais porter ma casquette de citoyen suisse, donc citoyen neutre, pour dire une chose, c'est ici, dans votre pays, dans votre magnifique pays, que va se jouer une partie de l'histoire de la crise syrienne. Le Maroc va recevoir la réunion de ce qu'on appelle le groupe des amis de la Syrie. Et ça me fait rire toujours le groupe des amis, parce qu'en fait, je me demande s'ils sont vraiment des amis. D'abord, c'est bien des amis de la Syrie, c'est pas des amis du peuple syrien ou de l'opposition syrienne, non mais syrienne. Et je trouve que finalement, c'est les Iraniens et les Russes qui sont vraiment, quand ils disent qu'ils sont amis du régime, ils font tout pour être vraiment les amis du régime. Marrakech va recevoir cette réunion. Et j'espère que du point de vue de Randa et de mon ami Zied vont être là parce que la coalition est demandée, on va lui demander de faire
ce qu'on appelle une feuille de route, une charte. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de la Syrie? Quel est votre programme? Quels sont les points? Quelles sont les priorités de l'après-régime syrien? À la fois pour assurer la communauté internationale qui hésite à soutenir le peuple syrien, encore une fois je dis le peuple syrien, la Syrie n'est l'opposition de le régime, mais aussi rassurer les Syriens, les millions de Syriens qui ne veulent pas prendre position ni pour l'opposition ni pour le régime, mais qui veulent et qui aiment leur pays, qui veulent que leur pays reste stable. Je crois qu'il est important à ce que cette réunion-là, et j'espère que l'hospitalité du Maroc et la générosité du Maroc va influencer ce groupe des amis pour qu'ils soient plus généreux à l'égard du peuple syrien. Merci. Merci Hasni. J'ai deux mots à dire. Que la démocratie, c'est une culture. La démocratie n'est pas une feuille sur laquelle vous mettez les conditions, et puis si les conditions sont satisfaits, sont comblés sur la lettre, vous ne pouvez pas dire que c'est la démocratie. C'est-à-dire, la démocratie, c'est la gouvernance de la majorité. Mais ce n'est pas à dire que la majorité a le droit de faire quoi que ce soit. Pour cette raison, là où le déroulement de la solution de la crise syrienne s'est enlisé, c'est exactement à ce point-là. Il y a certains éléments composants de la société qui craignent ce qu'il va leur arriver après la chute du régime. Et c'est à eux, il s'agit de convaincre et puis de gagner leur esprit et leur cœur qui va faciliter, n'est-ce pas, la solution. Pour cette raison, je crois que nous ne parlons pas de ce qui... Enfin, nous ne faisons pas le défi, nous ne défions pas le bien fondé de ce qu'on fait, de ce qu'on a pu décider à Qatar. C'est très bien, mais, n'est-ce pas, ce conseil qui a été créé à Qatar, où l'opposition de l'extérieur du pays est représentée à 1/3%, c'est très bien quand même, et eux, ils peuvent contribuer sur la base de l'expérience qu'ils ont gagnée dans le passé, cette expérience étant qu'il faut gagner le cœur et l'appui de tout le monde. S'il y a une petite minorité qui est en désaccord, cette minorité va déjouer l'ensemble du jeu. Pour cette raison, je crois que le respect des minorités est très important. Et puisqu'on parle maintenant d'une radicalisation islamiste, ou bien qu'on craigne de cela, le régime laïque peut offrir une alternative qui est plus attirante que les autres. Quand on parle de charia, des frères musulmans, n'est-ce pas, ont dans leur programme éventuellement l'imposition de charia, ça va faire peur à des non-musulmans qui vivent dans ce pays et qui font partie à part entière de la société de ce pays. Donc, s'il y avait moyen d'adopter le système laïque, ça peut résoudre un très grand nombre de problèmes aussi pour la Syrie. Merci. Merci beaucoup. Vous avez bien souligné, je ne sais pas si c'était volontaire ou involontaire, que c'est le régime qui est laïque, ce n'était pas nécessairement l'État en Syrie qui était laïque. Je crois que c'est une nuance qui est quand même assez importante, comme souvent dans d'autres pays arabes. Goran, for last word. Thank you. It's a privileged position. Could I just say that whatever, if it's only majority minorities or minority, it doesn't matter. You have to have a protection of minorities. That is, whatever the truth is, that is essential.
could I also say there must also be a situation where you know that there will be a next election. In the next election, the present opposition could be the new majority. That is part of the democracy, and that is what also is important for the majority to show restraint. You cannot stay in power if you do not behave in a way that wins respect broadly in your society. Thank you. Thank you very much. Thank you, all of you. And we want to thank once again the organization. Thanks. And sorry for the frustration.